Au tournant des années 2000, Djibouti fait un choix clair. Placer l'école au centre de son avenir. Dans un pays jeune, en pleine croissance démographique, l'éducation devient le levier majeur pour préparer chaque enfant, chaque famille à un monde en profonde mutation. J'ai été enseignant, inspecteur, directeur de la planification, inspecteur général, secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale entre 1978 et 2011. Une école héritée de la période coloniale qui manifestement avait montré ses limites à partir de mai 1999, où l'actuel président, Ismaël Omar Guelleh, avait mis dans la feuille de route de son ministre de l'Éducation d'entreprendre une réflexion approfondie sur l'état de l'école. Cette rupture, je l'explique, d'une école élitiste fonctionnant sur l'exclusion, sur 100 élèves rentrés en première année, seuls 7 parvenaient vaille que vaille au baccalauréat. Sur ces 7, 2 ou 3 arrivaient à faire une licence, une maîtrise, parce que c'était des bourses qui les prenaient en charge. Une rupture, une école qui s'est ouverte, qui est devenue plus inclusive. L'école d'avant, c'est une école élitiste. Il n'y a que le meilleur de meilleur, la crème de crème, qui s'en sortait. L'accueil était limité. Les écoles ne pouvaient pas, accueillir donc beaucoup de monde. D'où cette sélection de passage au niveau supérieur. Donc aujourd'hui, tous ces problèmes-là sont soulevés avec la volonté actuelle de notre président de la République. Il a multiplié la construction des établissements, aussi bien dans les régions urbaines que dans le rural. Donc, dans le coin le plus reculé, il dispose d'un collège, d'une école primaire, d'un collège et de lycées. Pour la première fois à Djibouti, en 2000, une loi a été promulguée pour encadrer le système éducatif. C'était la première loi. Jusque-là, nous avions travaillé, nous avions fonctionné sur des calques des réformes qui avaient cours en France. Une école inclusive. Deuxième rupture, une école citoyenne. On prit en compte les valeurs nationales. L'État a créé des écoles un peu partout. Le parc, les capacités d'accueil de l'école ont été multipliées par 7. Premier changement, l'école était ouverte sur sa communauté. Qu'en termes d'inclusion des familles à l'intérieur des décisions qui se prennent au sein des écoles. Inclusion large. Il ne s'agit pas seulement de se rapprocher de tous les jeunes djiboutiens qui ont potentiellement droit à l'éducation, tous, quel que soit le genre, l'handicap physique, mental, mais également l'handicap en termes de distance. La loi d'orientation dont je viens de parler a instauré pour la première fois une obligation scolaire pour tout enfant de 6 à 16 ans. 9 années d'enseignement étaient garanties. Deuxième grosse réforme, c'est le changement de programme. Jusqu'en 1999, nous fonctionnions pour l'enseignement secondaire sur des programmes figés, calqués sur l'enseignement du premier cycle français d'avant 80. Pour le secondaire, deuxième cycle du secondaire, sur les programmes, nous suivions les réformes françaises, mais sans en avoir les moyens. Il n'y avait pas de livres. Pour l'école primaire, il y avait un livre pour 8 élèves. Second changement, c'est le livre. La politique du livre a permis ce que chaque élève dispose d'un livre par matière. Il s'agissait de produire des manuels et d'être indépendant par rapport
aux manuels importés qui nous coûtaient très cher, qui ne répondaient pas à notre contexte. Donc, d'où la nécessité de produire des manuels 100% djiboutiens. Donc, c'est la volonté politique qui a cru en ces professionnels de l'édition, qui a fait que aujourd'hui nous soyons arrivés à cette autonomie éditoriale, 100% djiboutien. Vraiment, l'écart ou la fracture entre les deux périodes, c'est la volonté politique du président qui a cru et qui a placé tout son espoir sur l'autonomisation de l'édition. Parce que c'est grâce à lui si nous arrivons à donner un manuel par élève, par niveau et par discipline. En terminant, je voudrais que ces États généraux de l'éducation demeurent ce forum intellectuel de dialogue et de collaboration et facilitent le partenariat de nous tous et permettent l'échange d'expertise et d'informations. Enfin, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage à M. Abdi Ibrahim Absiye, ministre de l'Éducation nationale, ainsi que les membres du Comité national d'organisation et du suivi des États généraux pour avoir permis par leurs efforts inlassables la tenue de ces assises qui revêt pour notre nation une importance extrême à l'aube d'un nouveau millénaire. Et je voudrais souhaiter à tous les participants le plus grand succès dans les travaux de cette conférence. J'espère que les documents que vous adopterez sauront nous inspirer et nous guider dans l'avenir de nos enfants et de notre système éducatif. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, et c'est ça, c'est vraiment un exploit. Parce que à côté, si vous voyez, nous sommes l'un des rares pays en Afrique subsaharienne francophone de disposer d'un copyright. Ce qui accompagne les livres, ce sont les réformes de programme. Le programme tant en termes d'approche pédagogique. Le président avait demandé à ce que cette école repose sur un triptyque: instruire, éduquer et former. Nous avons privilégié une approche pédagogique qui réunissait un peu ces trois pôles, l'instruction, l'éducation et la formation. C'est cette approche qui est un peu connue un peu partout dans le monde, l'approche par les compétences, donc des programmes curriculaires reposant sur l'approche par compétences et des programmes rédigés par des Djiboutiens pour des Djiboutiens. En 1999, il n'y avait qu'un seul lycée préparant au baccalauréat à Djibouti. Ce lycée était situé à Djibouti-Ville. Aujourd'hui, le nombre de lycées a été multiplié par 10. Il y a des lycées de proximité et une des images que j'ai gardées, c'est la création des premiers lycées dans les régions, avec toutes les difficultés, mais toujours supporté par une ambition forte, un soutien indéfectible du gouvernement qui avait mis tout en œuvre. Une autre image que j'ai, c'est quand la volonté politique y est, les obstacles et les circonspections venant de nos amis, partenaires de l'éducation, n'ont plus cours. Je prends un exemple simple, le financement de l'éducation. La progression, l'évolution de l'école, l'augmentation de la croissance, l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la formation des enseignants, la création d'un plan de carrière pour les enseignants, tout cela, c'est d'abord réalisé sur fonds propres, sur des ressources nationales. L'éducation nationale était passée entre 1999 et 2011, lorsque j'avais quitté le ministère de l'Éducation nationale, d'une part du budget de 14% à 25%. L'école accaparait un quart des recettes nationales. Les premiers bâtiments abritant un enseignement universitaire ont été inaugurés sur une ancienne emprise militaire. Le gouvernement a décidé de fermer ce camp
et de les donner à l'éducation qui va les transformer en lycée. Et c'était à peu près partout. Dès lors qu'il y avait un besoin, la décision était prise en faveur du rapprochement de l'école, de la formation des citoyens. Et tout ça, c'est grâce à la politique du président de la République. C'est lui qui a subventionné et mis, en avant toute priorité pour l'éducation. Il a mis l'éducation comme levier central du développement. Toutes ces activités s'inscrivent dans la politique du président de la République qui a placé le ministère de l'Éducation comme un levier central du développement national. Car dans un monde en perpétuelle mutation, l'enseignement ne peut pas se permettre de rester figé, aussi bien dans sa méthode que dans ses contenus. C'est ainsi que nous pourrons déplacer le curseur sur un enseignement de qualité, respectueux de l'élève en apprentissage et du citoyen en devenir. On ne peut pas accroître les capacités d'accueil sans qu'il y ait modification, y compris modification dans le parcours, dans l'espace scolaire. Une petite école qui était constituée de 3 salles de classe ou de 5 salles de classe, quand elle se transforme en une école de 12 salles de classe, il y a un impact. Il y a un impact sur les élèves, un impact sur les enseignants, mais également un impact sur la population. Donc, une éducation accessible. Parmi les souvenirs que j'ai, lorsque le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement créait une école, elle était accompagnée également de tout ce qui est susceptible d'atténuer, sinon d'annihiler, les coûts secondaires générés par la scolarisation. Les coûts d'opportunité, les coûts cachés, etc. Gratuité du matériel. Je pense par exemple dans les régions, l'obligation de construire des puits ou un accès à l'eau à côté des écoles pour que les populations puissent en bénéficier également, etc. L'eau, les programmes, le financement de l'école, mais également la formation des enseignants. L'école est en premier lieu destinée à former les jeunes générations. La refondation de l'école djiboutienne est d'anticiper, tant que bien que se faire, ce demain qui n'est pas. Et l'école doit anticiper, non pas vivre sa propre histoire de manière totalement isolée de l'évolution scientifique, technologique, économique également, mais aussi des ambitions de développement social, économique et culturel propres à Djibouti. Donc elle doit intégrer tout cela. Je reviens à ce triptyque, instruire, donner les connaissances de base, éduquer pour créer une nation. Il fallait créer l'appartenance à une nation qui s'appelle Djibouti, qui a sa propre place dans le concert régional, mais également international. Donc, éduquer et former à des technologies, former à des modes de production qui ne sont pas uniquement ceux d'aujourd'hui. D'où l'inclusion précoce, ce que nous appelions à une époque de nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais également donc, de tout ce qui est numérique. Développer le partenariat avec les partenaires techniques et financiers, comme on dit, que ce soit bilatéral ou multilatéral, a été quelque chose d'assez ardu. L'école a pour mission d'offrir l'instruction et la formation à tous les enfants. La réforme de l'école djiboutienne, une des grandes réalisations dont je suis fier de cette école, est qu'elle est devenue non plus une école de reproduction des gestes, une école qui se veut inculquer chez les jeunes l'esprit de création, l'esprit d'entreprendre, l'esprit de conquérir, la confiance en soi. Cette école participe à la fabrication d'un État moderne. L'école est la première fabrique des citoyens de demain.